Bonjour à tous, Déco 8 vous propose aujourd'hui une émission sur les shows télé, sur la déco des shows télé. Nous sommes dans un showroom de 3500 mètres carrés réservé aux professionnels de la décoration. Laurence et Frédéric Serrato sont de grands décorateurs de télé-réalité. Ils vont nous faire partager leurs astuces déco. Ils vont également nous emmener au château de Damary-Lélis, plus connu sous le nom du château de la Starac. Ils nous feront visiter également le plateau de l'émission de Thierry Ardisson, Salut les Terriens. Jean-Charles Chapuis, lui, est propriétaire de cet immense showroom. Il va nous parler de sa passion pour les éléments de décoration asiatiques. Et nous terminerons notre émission avec notre atelier créatif. Aujourd'hui, Olivier va nous apprendre à créer des étagères. Voilà, c'est le programme de Déco 8. Vous êtes prêts? Alors, show must go on! Bonjour Laurence et Frédéric Serrato. Bonjour. Bonjour Caroline. Vous êtes décorateur pour de grands shows de télévision. On vous doit les décors de la Star Academy, Love Story, Salut les Terriens et plein d'autres. Alors on va vous découvrir tout au long de cette émission. Tout d'abord, comment a démarré votre collaboration? Depuis tout petit. Super tôt, ouais. C'est vrai, vous connaissez depuis très longtemps? Depuis, on s'est rencontrés au lycée. On peut vous appeler les tourtereaux de la déco? Ça vous va? Ça va. Comment se crée un décor de télévision? C'est vous qui faites les propositions? Vous avez un cahier des charges qui est assez lourd et... Ça dépend des producteurs, ça dépend du concept, ça dépend du contexte aussi. Star Academy, il y a eu des éditions où on avait un brief excessivement pointu. D'autres où on nous a tout simplement demandé, et cette année, qu'est-ce que vous feriez? Ça dépend de plein de choses. On peut quand même dire que la télévision, les plateaux télé influencent, en tout cas chez les particuliers, la tendance déco, où ils se disent j'aimerais avoir la même chose chez moi, et du coup peut-être ils vous copient d'une certaine façon. On va dire que ça doit générer des envies. Ils Ouais. s'inspirent. Et je pense qu'ils ont plus de culot pour faire des choses qu'ils n'auraient pas fait avant. En voyant des émissions comme ça, avec des décors, avec des couleurs plus poussées que ce qu'ils oseraient faire a priori, se lancent plus, osent plus et ont envie d'éléments un peu plus extraordinaires. Et notamment la couleur. Je pense qu'au départ, c'est la couleur qui a motivé les gens. Mais nous, avant, on s'inspire du cinéma, des magazines, de plein de Alors choses. justement, où trouvez-vous votre inspiration, vous C'est jamais là où on s'y attend forcément. Ça peut être à la montagne, ça peut être en voyant un film, ça peut être dans des magazines. Vous observez tout ce que vous on voyez est toujours autour de vous à l'écoute, oui. Et c'est vrai que souvent, quand on voit un élément qui paraît tout à fait banal, on réagit souvent en même temps en disant ça peut être une idée de départ pour un décor. Oui. Alors là, évidemment, la question qui vient, c'est quelle est la tendance déco actuelle pour vous? Alors, la plus évidente, hein, et on en est ravis parce que c'est une espèce de tendance néo-baroque qu'on voit de partout. Et alors, question matière, quelles sont les matières qui sont actuellement dans la mode, dans la tendance déco? C'est un peu un choc des matières. Je trouve qu'il y a un mélange qui s'opère pour tout, que ce soit pour des plateaux de télé plus télévision, hein, et aussi bien dans les lieux de vie que l'on crée pour la Real TV. Il y a un mélange de matières naturelles, comme le bois brut, de choses plutôt baroques, à la feuille d'or, des poteries, des luminaires très, très baroques, et aussi des choses très contemporaines en plastique. Alors justement, le plastique, on a vu un peu le retour du plastique, qui est un peu le style qui était très présent enfin la matière, je veux dire, qui était très présente dans les années 70, dans les années 80 aussi. Le plastique, là, actuellement, c'est une matière tendance déco? L'avantage du plastique, c'est que c'est léger. Il y a nous, en tout cas, pourquoi on l'utilise beaucoup?
parce que ça nous permet d'avoir des brillances qui étaient aussi des choses interdites avant à la télévision. Il y avait les reflets, il fallait toujours éviter d'avoir des reflets. Et est-ce que justement les particuliers doivent jouer chez eux, dans leur maison, avec ces reflets, avec ces matières, avec ces brillances? Est-ce que c'est un conseil qu'on peut donner? Ce qui est amusant aujourd'hui, c'est qu'on a moins honte. C'est-à-dire qu'à une époque, on avait honte de ce qui brillait, on avait honte de l'or parce que c'était ostentatoire. On avait honte de plein de choses. Là, ce qui est assez drôle, c'est que la tendance déco est assez désinhibée, qu'on mélange beaucoup et qu'il y a plein de choses ostentatoires. On a compris qu'elles sont drôles et que c'est pas si grave que ça. Alors qu'à une époque, il y avait une espèce d'obsession du bon goût qui était un peu pénible et paralysante. Et puis maintenant, on ose les couleurs. Il y a beaucoup de couleurs dans les décors, à la télé, mais également maintenant chez les particuliers. Alors on a notre journaliste Raphaël Nublat qui a eu la chance de vous accompagner sur le plateau de la Starac. Il est allé au château de Dame-Marie Lélis. Je crois même qu'à la fin de reportage, il se prenait pour un des candidats et vous lui avez servi de guide. Alors je vous propose tout de suite de voir ce reportage. Nous sommes au château de Dame-Marie Lélis, un lieu entièrement décoré par Laurence et Frédéric. Les 3 derniers stars académiciens répètent pour le prime de ce soir et nous en avons profité pour découvrir les désirs et les petites astuces des décorateurs. On aime les matières réfléchissantes, tout ce qui est miroir, tout ce qui est verre, tout ce qui est plexi, tout ce qui est feuilles d'argent, feuilles d'or. C'est des matières qu'on aime bien de toute façon. Oui, les matières réfléchissantes. Puis on s'est dit au moins que il y aurait au moins quelque chose qui réfléchit dans le château. Les décors sont encastrés dans les murs. En arrivant dans le hall, la décoration reste cachée. Y aurait-il une raison à cet aménagement plutôt étrange? Un endroit comme celui-là, avec le rostre de Requincy, or il s'avère que juste en face, il y a un caméra run qui fait que même s'il est caché quand on rentre, il est excessivement vu pendant les 4 mois du programme. Quand même qu'il y ait des matières un peu brutes, un peu authentiques. Et donc on a mis au mur, côte à côte, donc cette feuille d'or et l'écorce de bouleau. On a quand même mis quelques symboles qui sont très forts par rapport à la musique, mais on les a rendus plus comme des œuvres d'art. Parfois, la production a des exigences qui poussent les décorateurs à dépasser leurs limites. De combien de jours disposez-vous pour tout réaliser? 55 jours pour concevoir, imaginer, collecter les objets, et ça sur 16 ou 17 pièces selon les années. Il y a un jour pour nous qui est crucial, c'est le jour où toutes les caméras sont branchées. Ce jour-là, vous avez un point qui est fait sur les 16 ou 17 pièces du château, et à 18 h, on vous fait un point sur les modifs qu'il y a à faire dans 17 pièces, et parfois pour le lendemain. On entre maintenant dans la cuisine entièrement repeinte en vert, un univers singulier comme dans chaque pièce du château. On se doute que rien n'est laissé au hasard, alors y a-t-il une raison à cela? C'est tout simplement pour que le téléspectateur se repère même sur un gros plan. C'est-à-dire quand un candidat est cadré simplement au buste ou au visage, il faut qu'il sache globalement à la couleur des murs qui sont derrière lui, dans quelle pièce il est. La feuille d'or fait plus appel au classicisme, alors que là, la feuille d'argent, déjà, c'est un peu plus contemporain, un peu plus moderne comme démarche. Et on a effectivement des lignes de mobilier plus pures, les tables en plexi transparentes. Enfin, on est plus moderne là, dans cette pièce-là par rapport à l'autre. Toutes les affiches que vous voyez ici, elles ont été créées, fabriquées entièrement. C'est-à-dire la moindre photo, on a dû la faire. On ne doit rien emprunter, rien scanner.
tout doit être fait au départ dans nos ateliers. Alors il y a des affiches qui ont des histoires rigolotes. Cette petite fille, c'est notre petite fille. Vous avez ici le régisseur du château. Je suis sur l'affiche qui est là. Laurence qui est sur cette affiche. Avant de retrouver Caroline, on pourrait terminer ce reportage par une petite anecdote. On lui avait juré que jamais son affiche ne serait en vue, jamais elle ne serait prise en gros plan. Et il avait accepté de poser à cette condition. Et donc on l'avait mise dans un endroit où vous constaterez effectivement qu'elle était plutôt cachée et plutôt dissimulée. Jusque-là, on avait tenu parole, l'affiche n'était pas à filmer, jusqu'au jour où une candidate, le 3e jour, éclate en sanglots, elle pleure et elle s'effondre ici. Et sous les yeux des cadreurs à la portable, sanglote pendant de longues minutes, avec en fond de gros plan, Raphaël qui s'est retrouvé à l'antenne, torse nu, pendant la moitié de la quotidienne, alors qu'on lui avait juré que jamais, au grand jamais, on ne le verrait apparaître, et encore moins filmé en gros plan. Bonjour Jean-Charles Chapuis. Caroline, bienvenue. Merci de nous accueillir chez Asiatide. Alors expliquez-nous quel est ce lieu étonnant. Alors Asiatide est une société qui est nichée dans le 19e à Paris, et est une société qui ne s'adresse qu'aux professionnels et qui vend des objets, des collections d'objets de décoration à la profession, aux décorateurs, à différentes personnes achetant et vendant des produits de décoration. Alors on trouve différentes ambiances. Ce sont des ambiances que vous recréez pour justement permettre aux gens de mieux voir et déterminer un bel objet. C'est un showroom de 3500 mètres carrés, donc qui représente une soixantaine de différentes ambiances. Et ces ambiances sont mises en scène par toute une équipe de stylistes, de décorateurs que nous avons dans la société et qui sont régulièrement changés, modifiés, pour donner des idées, pour exprimer ce qui nous paraît être l'air du temps, pour exprimer des dominantes de couleurs. Et nous racontons des histoires sur tous ces petits espaces, de tous ces corners du showroom. Et on s'amuse beaucoup. Alors on trouve des éléments qui viennent beaucoup d'Asie. Pourquoi l'Asie? Pourquoi cette passion pour cette région? J'y ai vécu d'une quinzaine d'années. Et c'est vrai que quand il s'est agi de rentrer en France, dans les années 80, c'était très tentant de rapporter des objets que j'avais pu découvrir. Alors comment est perçue la décoration asiatique en France et vice-versa? Comment est perçue la décoration française en Asie? Pour l'instant, la décoration, en tout cas en Chine, française, est vécue comme une caricature. Ah bon? Ah oui, c'est très premier degré. On est tout à fait dans des styles de choses très sculptées. Enfin, on n'est pas au Henri II, mais on n'est pas très loin. Ah ouais. Il y a une espèce de caricature, un peu ce que nous vendions il y a une quarantaine d'années aux Américains. Le Louis-Philippe étant, par exemple, presque trop simple. Ouais. Ce qui se vend très très bien, c'est des choses beaucoup plus compliquées. Napoléon III, des choses très rocailles, des choses où le travail s'exprime. En ce qui concerne la décoration asiatique en France, bon, elle a des hauts et des bas, c'est vrai. Il y a eu beaucoup d'excès, il y a eu beaucoup de choses de mauvaise qualité. Nous avons un sentiment d'avoir une responsabilité culturelle, mais en même temps, nous essayons au niveau des produits d'avoir de l'authenticité. Nous avons en Chine réouvert des fours, nous avons en Chine protégé les techniques, nous avons défendu des produits. Je pense par exemple au cloisonné, je pense à cette technique par exemple de céladon avec une double cuisson. Il nous a fallu faire un patinage à l'encre, un patinage au thé. Je suis assez conscient de vendre encore des objets qui viendront des antiquités du futur. Et ça me fait très plaisir. Alors là, on va aller voir, on va retrouver justement les Serrato. Ils ont fait la décoration de l'émission de Thierry Ardisson, Salut les Terriens. Quelques mots peut-être sur ce couple de tourtereaux de la décoration. C'est des gens tout à fait extraordinaires dont les potentialités sont extrêmement fortes.
Bah, merci beaucoup pour votre accueil, Voilà, Jean-Charles. mais écoutez, vous revenez quand vous voulez. Bah, avec plaisir. À bientôt. En attendant, on regarde tout de suite ce reportage et on retrouve tout de suite les Serrato sur le plateau de Thierry Ardisson de l'émission Salut les Terriens. C'est en collaboration avec Thierry Ardisson que Laurence et Frédéric Serrato ont imaginé le plateau de Salut les Terriens. Pour en savoir plus, nous nous sommes rendus à Boulogne-Billancourt dans les studios. Juste après leur débriefing avec la production, nous avons cherché à en savoir plus sur cette collaboration. Nous avons découvert que leur duo existe déjà depuis quelques temps. Ardisson-Serrato, c'est un duo qui se connaît plutôt bien. Quel est le pouvoir de l'image lorsque l'on pense à une décoration de plateau de télévision ? On a fait avec lui, c'était double jeu, la version où il y avait les deux métisses huilées qui tenaient des flambeaux. On a fait ensuite Hardimat, Autant n'emporte le temps. Il y a eu une grosse coupure puisqu'on n'a pas fait le plateau de Tout le monde en parle. Et on a recommencé à collaborer avec Thierry il y a environ 2 ans, et notamment pour la création de ce plateau-là. Ce qu'on lui a dit, c'est que le résultat serait un métissage entre son appartement du Faubourg Saint-Honoré et 2001 Odyssée de l'espace. C'est-à-dire qu'on allait s'appuyer sur des choses excessivement classiques, mais qu'on allait dépouiller le baroque de son fatras, de ses couleurs, de sa dorure, pour aller sur des matières beaucoup plus métalliques, des surfaces luminescentes, réfléchissantes, pour un petit peu moderniser. Il faut toujours imaginer ce que vont donner les choses et il faut apprendre petit à petit à maîtriser les effets antennes qui n'ont rien à voir avec les sensations qu'on peut percevoir en étant dans un lieu existant. On s'est rendu compte que dans des plateaux agréables, un décor qui est agréable à l'œil nu pour les gens qui sont en place, les gens restent dans le plateau et se sentent bien. Et ça, je trouve quand même que c'est aussi un petit plus. Il n'y a pas que l'image, finalement. Donc là, on vient de vous voir sur le plateau de Thierry Ardisson. Quel moment que vous préférez dans la création d'un décor? Moi, je préfère la phase d'installation, qui est vraiment concrète. Je crois que toi aussi, mais Frédéric aime quand même bien le travail en bureau d'études, où on part sur le plan du plateau vide. Et on doit tout cloisonner, tout travailler en fonction des axes caméra. On a vraiment des contraintes très techniques. On travaille aussi beaucoup en collaboration avec le directeur photo par rapport à la lumière. Oui, il y a plein, vous avez un cahier des charges assez lourd quand même et des choses à respecter qui sont quand même des contraintes pour le décor. On sait à l'arrivée que ça doit passer à la télé et que ce qui est important, ce sont les images que les caméras vont faire et pas forcément l'ambiance que le plateau a. Les phases de recherche, de choix d'objets sont super agréables aussi. C'est deux types de travaux différents. L'installation, c'est vraiment jubilatoire parce qu'on est au milieu de ce qu'on a dessiné un mois ou un mois et demi avant. Et justement, où vous les trouvez, ces objets? Vous chinez un peu partout, vous vous baladez On a des fournisseurs, on travaille avec des fournisseurs dans toute l'Europe. Hein. Beaucoup en Italie, en Hollande, en Angleterre. Y compris les puces. En Espagne, puis à des moments, c'est des brocantes. Et beaucoup de fabrication spéciale aussi. Il y a des moments où ce qu'on veut n'existe pas. Et donc on le fait faire, on fait un plan d'une table, d'une chaise, d'une armoire. Et on l'a fait réaliser par des menuisiers, par des constructeurs, par des serruriers, suivant ce qu'il y a. Si c'est un escalier en métal ou un portail, on fait travailler différents corps de métier en fonction de nos envies. Alors, qu'est-ce que vous faites du décor quand l'émission est terminée? Parce que alors ça, on a tous envie de récupérer des petits trucs. Est-ce que c'est possible? Alors, quand c'est un plateau télé, on s'est rendu compte que justement c'était assez drôle. C'est le premier décor très accessoirisé qu'on avait fait. C'était Froufrou de Christine Bravo, le décor, quand c'était une cour d'hacienda mexicaine. Ouais. On avait tout fait faire sur mesure, les tables, les chaises, les consoles qui supportaient tous les accessoires.
Et au moment du démontage, on avait un petit peu le rôle de gendarme tous les deux. Tout le monde voulait piller à droite à gauche les éléments. Il y en avait même qui avaient prévu des camions pour récupérer une armoire, enfin une étagère. Et finalement, on voyait les éléments partir du plateau, puis revenir parce que on nous disait mais c'est gigantesque, ça rentre même pas dans le camion. Donc les éléments de décor souvent sont trop surdimensionnés pour être dans un réel intérieur de particulier, quoi. C'est fait pour la télévision souvent. Alors, est-ce que vous avez des astuces, des conseils déco pour les téléspectateurs, pour chez eux? Est-ce qu'il y a des trucs qui s'appliquent à la télé qu'on peut appliquer également chez soi? Là où il y a un vrai travail à faire chez les gens, c'est le travail de lumière. Les gens ont, donc, comme on disait tout à l'heure, envie de mettre des couleurs, des vraies couleurs sur les murs, osent des murs rouges, vert pomme. Mais après, il y a un vrai problème de luminaire. Ils ne pensent pas toujours jusque... C'est quelque chose qui est négligé chez les gens. Je pense que c'est assez négligé. Et après, les couleurs, ils ont peut-être du mal à vivre dans ces couleurs-là parce qu'au fur et à mesure de la journée, la lumière extérieure va vraiment faire virer les couleurs, même des fois de façon déprimante. Il y a des couleurs qui ont vraiment besoin d'une lumière spéciale pour que ça reste agréable du matin au soir. Bon, alors je suppose que vous bricolez tous les deux, surtout... Pas Frédéric. Oui, mais vous, je sais que vous... Non, ici, mais c'est pas vrai. Mais je vous propose de voir un atelier créatif, c'est dans notre émission, c'est un rendez-vous récurrent. On retrouve tout de suite Olivier et aujourd'hui, il va nous expliquer comment réaliser des étagères. Merci à vous deux. Merci. Et puis, on va regarder les émissions de télé maintenant pour voir votre travail. On saura que c'est vous maintenant. Merci beaucoup. Et tout de suite, on regarde Olivier. Bonjour Caroline, bonjour Nicolas. Salut Olivier. Salut, alors qu'est-ce que tu vas nous faire aujourd'hui? Je crois qu'aujourd'hui, il nous propose une belle étagère. Ah, pas mal. Alors, question matérielle, nous aurons besoin de... Une planche, il nous en faudra 3. De l'adhésif de peintre. Du fil à linge. Du vernis de couleur. Et une pelote de laine. Alors, côté outils, Caroline. Eh bien, 1 mètre crayon de papier. Et bien entendu, la fameuse perceuse. Aujourd'hui, très peu d'outils. En effet, alors pour commencer, Olivier prend les mesures et fait 2 trous de chaque côté des 3 planches. Oh, ça en fait des copeaux. On peut les réutiliser, ces copeaux? Bien sûr, Caroline, on peut les mettre dans les pots de fleurs. Ah bon? Je savais pas. Eh oui, enfin je crois. Les bandes de scotch vont permettre de faire des lignes de couleurs très nettes. Bah oui, sinon il en met partout. Hein. Il faut bien sûr de la peinture à bois, ce qui permet de laisser le veinage du bois apparaître. Bon, là il a choisi plusieurs couleurs. Jaune, bleu. Bah, c'est son choix. Oh regarde, Caroline, qu'est-ce que c'est cette machine? C'est une petite machine qui sert à tricoter les suspensions des étagères. Eh oui, car tout le monde n'a pas d'aiguille à tricoter chez soi. Ça s'appelle un tricotin. Et on voit un petit poids au bout. Ça permet de tendre la laine, comme ça c'est plus facile de tricoter. Et on tricote et on tricote. En passant le fil à linge dans les ganses de laine, cela va permettre de consolider les suspensions des étagères. Bah oui, comme ça tu pourras poser toute ta collection de soldats en petit plomb. Ça fait bien longtemps que j'ai arrêté cette collection, Caroline. Ah, je savais pas. Et là, il faut faire un nœud en dessous de chaque étagère. Bah oui, c'est logique parce qu'au-dessus, ça sert à rien. Bon, passons, mais comment bien positionner les étagères? Bah, le mieux c'est de mesurer de chaque côté les ganses pour ne pas que les étagères soient de travers. Bah oui, car sinon mes petits soldats vont tomber. Bah ouais, ils vont glisser. Alors Olivier accroche les étagères au mur à l'aide de chevilles et de crochets. Il peut aussi l'accrocher au plafond et ce sera ainsi une étagère suspendue dans le vide. Allez hop, un petit récap des matériaux. 3 étagères en pain, De la laine, du fil à linge, de l'adhésif de peintre, vernis de couleur des crochets et chevilles. et la modique somme de... 25 €. Allez, salut Olivier! Salut! On termine cette émission avec notre présentation d'objets sur le thème de la décoration de laboratoire. Premier produit chez Coming Bay, il vous en coûtera 14,25 €. C'est ce vase en verre à 3 branches dans l'esprit tube à essai.
Deuxième produit, c'est le bougeoir à 4 tiges irrégulières. Ce bougeoir peut également servir de vase. Il coûte 65 €. C'est une création de Nathalie Rutard chez Fleu, donc un élément très original. On termine avec cette dernière création de Laurence Brabant. Elle est éditée chez Quartz. Elle coûte 60 €. Avec ce matériau qui résiste à la chaleur, eh bien vous pouvez y mettre votre thé dans ce tube à essai qui est diffusé par cette fente et vous pouvez placer ce tube à essai dans différentes tasses d'eau chaude. Voilà, eh bien c'est la fin de cette émission. Merci à tous de votre fidélité et on se retrouve très très vite pour un prochain numéro de Déco 8. On termine avec notre présentation. Pour terminer cette émission, on démarre avec cette... On termine cette émission.